Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors, nous avons vu un certain nombre d'invariances sous des transformations de symétrie, telles que la transformation par translation dans l'espace. Nous avons parlé aussi des rotations et des symétries par changement de phase, symétrie interne. Et ces symétries sont souvent très utiles. Elles aident à formuler les équations de la théorie, elles simplifient souvent la résolution des calculs, elles sont associées à des lois de conservation, donc elles ont beaucoup d'utilité. Mais toutes ces symétries, ces invariances, étaient globales. C'est-à-dire qu'on appliquait la transformation de symétrie partout, dans tout l'espace, même dans tout l'espace et le temps, en tout point. Et si on voulait avoir une transformation locale, et alors, qu'est-ce qu'une transformation locale? Eh bien, on a vu qu'il y avait des transformations associées à la symétrie, par exemple une transformation grand T, ça veut dire simplement qu'en chaque point, en chaque événement, chaque point de l'espace et du temps, on va appliquer une transformation T différente. Donc il y aura des transformations différentes un peu partout. Par exemple, on peut changer la phase d'une onde en la décalant, mais en la décalant de manière différente en chaque point. Ce qui va donner évidemment un truc plutôt en style en accordéon. En réalité, une telle exigence est assez naturelle. En relativité, puisqu'on parle ici de théorie relativiste. La théorie de Dirac est relativiste, la théorie quantique des champs est relativiste. Donc, en relativité, la physique est locale. Ce qui se passe en un point, la façon dont un champ, par exemple, en un point va évoluer, ne dépend que de son état et de ce qui se situe dans son voisinage immédiat, autour de lui et juste un peu dans le passé. Tout simplement parce que toute information se transmet à une vitesse finie, inférieure ou égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Et donc, tout se passe localement. Par exemple, en théorie quantique des champs, on retrouve cela. Si en deux points séparés par l'intervalle spatial, c'est-à-dire en deux événements, tels qu'aucun signal n'aurait le temps de passer d'un événement à l'autre, même à la vitesse de la lumière, si ces deux événements sont bien séparés, alors les champs à ces deux endroits doivent être indépendants. En particulier, on dit qu'ils commutent, c'est-à-dire que si on les multiplie, on peut les multiplier dans n'importe quel sens. Et cela revient, techniquement, à dire qu'ils ne sont pas soumis au principe d'indétermination. Ces deux champs sont donc bel et bien indépendants. Donc on retrouve cette formulation de localité un peu partout en physique relativiste. Et un changement global, une transformation globale pour les symétries, transformation globale instantanée dans tout l'univers, ce n'est pas très naturel. Donc il est assez logique de se demander est-ce si on pouvait avoir une invariance locale. En fait, ça ne va pas de soi. Prenons l'équation de Dirac pour l'électron relativiste. L'équation qui décrit la fonction d'onde de cet électron, elle est invariante sous une transformation U1 pour la phase, une transformation globale. Si on fait un changement local, donc on prend un changement de phase différent en chaque point, ça ne marche plus. L'équation qui décrit l'électron n'est plus invariante. Il apparaît en fait un terme supplémentaire qui n'était pas présent au départ. Donc, il y a une idée. Essayons de faire disparaître ce terme en ajoutant quelque chose. Ajoutons un champ supplémentaire. On va ajouter un champ pour compenser et faire disparaître ce terme gênant, qui empêche la variance. Un tel champ que l'on ajoute s'appelle un champ de jauge, pour des raisons historiques. C'est lié à la variance de jauge. Et on va donc rajouter un champ auquel vous correspondent des particules qui, de fait, ici, sont des bosons, donc des bosons de jauge. On ajoute ce champ, on ajoute un couplage approprié, on fait ce qu'il faut pour éliminer ce terme lorsqu'on effectue une transformation locale, et ainsi l'ensemble
le champ électronique de Dirac, plus ce nouveau champ et le couplage, l'ensemble devient invariant par une transformation locale. Le but est atteint. Il y a mieux, il n'y a qu'une seule solution possible. Pour l'objectif suivi, on ne sait ajouter qu'un champ avec un couplage bien précis. Il n'y a qu'une solution. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et après examen de l'équation qui est ainsi obtenue, le champ de Dirac, ce champ de jauge et le couplage, quand on regarde de près, on constate que ce qui a été ajouté, c'est en fait exactement le champ électromagnétique, avec le couplage minimal qui conserve la variance de jauge au champ électronique. Et ça, c'est absolument remarquable, parce qu'on n'a pas, le champ électromagnétique n'est pas intervenu, on ne l'a pas introduit, on a simplement essayé de rendre la symétrie locale, et pour y arriver, on doit mettre un champ qui s'avère être le champ électromagnétique. C'est particulièrement profond comme propriété, parce que cela montre que l'existence de la charge électrique qui est liée à la symétrie U1, plus les exigences de localité relativiste, implique l'existence des photons du champ électromagnétique. C'est quelque chose d'absolument fabuleux, comme moi je trouve. C'est une unification remarquable qui conduit entre le champ des photons et le champ des électrons. Cette technique, assez extraordinaire, peut se prolonger à d'autres cas de symétrie. C'est souvent plus compliqué, parce que les groupes de symétrie sont plus compliqués. U1 est un groupe de symétrie assez simple, c'est les translations. Les autres groupes peuvent être plus complexes. On doit faire appel aux outils de la théorie des groupes, donc ça peut être assez compliqué, mais on sait le faire. Et ainsi, la symétrie SU2 de l'interaction faible conduit au boson intermédiaire, W et Z. Et la symétrie SU3 conduit au gluon. Et voilà, en fait, tous ces champs qui transmettaient les interactions, ce sont les champs de jauge qui rendent les symétries locales. Donc c'est assez remarquable. Et ça va permettre encore une unification encore plus grande, ça va permettre d'aller un pas plus loin. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons qu'on peut unifier la théorie électrodynamique, électron-photon, et l'interaction faible. Et c'est ce que nous verrons, c'est la théorie électrofaible. Je vous remercie.